Swear. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On poursuit notre épisode en 2 parties, et oui, sur les combattants qui n'ont pas été à l'UFC, après ceux qui ont choisi de quitter l'UFC. Là on va s'intéresser à ceux qui ne sont pas allés à l'UFC et qui ont une très bonne carrière, ou alors qui sont arrivés à l'UFC mais qui avaient déjà ce statut de superstar auparavant. Donc en gros là c'est finalement pour enlever tout le côté argumentaire de oui, l'UFC est dans une situation de monopole en MMA, l'UFC permet de devenir une superstar et finalement hors de l'UFC, on ne peut pas exister, ou alors, bien évidemment, on récupère les miettes. Alors, mon cher Rust, on va d'abord ouvrir les livres d'histoire pour s'intéresser au cas Gina Carano, qui, avant de jouer dans Mandalorian, la série favorite de Rust, eh bien, avant de jouer dans Mandalorian, elle était une très très grande combattante de MMA. Ouais. Bah, en fait, c'était vraiment une des pionnières. C'est-à-dire que c'est peut-être la première superstar du MMA féminin. Ouais, il y a moyen parce que au moment où elle a rencontré Chris Cyborg, pour le MMA féminin, c'était vraiment un gros combat, et même pour le Strikeforce, il l'avait vraiment vendu à l'époque. Et je sais, bon, c'était avant 2010, je sais plus exactement quelle année c'était, mais ouais, c'était un gros combat même à l'époque, parce que Gina Carano, c'était 2009, je crois, sans dire de bêtises, oui. Ouais, je crois aussi, je sais pas pourquoi j'ai ce, bon, en tout cas. À cette époque-là, déjà, Gina Carano, parce qu'elle présente bien, parce que du coup, elle était invaincue jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce qu'elle rencontre l'ogre. Mais donc c'était et pareil, Chris Cyborg à ce moment-là, elle avait perdu son tout premier combat, mais elle était invaincue, enfin vraiment, mais le monstre quoi. Et à ce moment-là, bah voilà, Gina Carano, elle n'était pas championne parce que c'était pour le titre inaugural du Strikeforce, mais elle était très connue et elle était très appréciée, et elle l'est toujours. Tout le monde adore Gina Carano, c'est impossible de ne pas aimer Gina Carano. Et honnêtement, c'est peut-être celle qui a le mieux réussi, je trouve, la transition, tu vois, athlète, actrice. Oui, parce que elle a joué dans quoi? Il y a Haywire, je crois, de Soderbergh. Elle a joué dans Mandalorian. Elle a joué dans pas mal de petits rôles pour l'instant. Quoique, bah voilà, donc elle a partagé l'affiche avec Fassbender sur le Soderbergh, mais elle est vraiment dedans. Elle est dans le showbiz, et pas pour des rôles. Parce que Ronda Rousey, elle a joué dans Expendables, elle a joué dans Expendables, un film avec Mark Wahlberg qui est sorti il y a pas très longtemps. Ah oui, c'est le kilomètre 32. Oui, c'était pas terrible. Pas terrible. Et mais après, bon, alors là, je vais me permettre un truc, mais c'est parce que Ronda Rousey n'est pas bonne actrice aussi, je pense, on peut le dire. Elle a une expression faciale qui est je vais te démolir, et c'est tout. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, mine de rien, 10 ans après la fin de sa carrière, aujourd'hui, je pense que quand elle obtient les rôles en tant qu'actrice. Il y a presque plus personne, je pense, même vous, quand vous l'avez vu dans Mandalorian, il y a peut-être, à part les fans hardcore, personne s'est dit, c'est elle qui était au Strikeforce. Je pense qu'on se dit juste, c'est la meuf badass qui, aujourd'hui, avec Ronda Rousey et Michelle Rodriguez, finalement, peut avoir ces rôles-là. Michelle Rodriguez, c'est vrai, Et en gros, elle a beaucoup de succès. Bon, c'est par sa personnalité, mais voilà, c'est aussi parce qu'elle avait ce background dans MMA qui a fait que elle est maintenant tamponnée comme la pionnière. Et alors, la raison pour laquelle elle n'a pas été à l'UFC, il y a eu donc on répète que elle a eu ce combat contre Cyborg qu'elle a perdu violemment. Donc tout le monde connaît la fameuse photo où en gros un peu comme Ngannou dos Santos, où elle lui prend le visage d'un côté et elle lui sandwich de l'autre. Notre consoeur Esterline. De notre consoeur Esterline, absolument. La photographe du coup de MMA Fighting. Et elle a eu, après ce combat-là, elle a arrêté, tout simplement. Elle a pris sa retraite du MMA. Mais comme elle était invaincue avant et qu'elle avait vraiment tapé le monstre dans la forêt que personne ne voulait affronter, même aujourd'hui. Elle était même, mine de rien, américaine, et quand même, elle est très très belle. Elle est magnifique. Elle est somptueuse. Et en gros, elle a pris c'était pas une année, du coup, vraiment un long, donc faut pas que je me trompe, laïus. Oui! Laïus. Bravo! Maître Capello. Et en gros, elle a pris donc voilà cette longue période d'inactivité. Un lay-off. Et en gros, au moment où Ronda Rousey, elle a fait son bonhomme de chemin, elle est devenue une superstar, et au moment où elle était championne de l'UFC, parce que ça aurait été un combat incroyable, Dana White et Lorenzo Fertitta ont approché Gina Carano, qui était donc vraiment à la retraite, qui ne s'entraînait plus autant, qui avait même plus vraiment de camp d'entraînement à proprement parler, pour
que ce combat-là se fasse. Une offre qui ne se refuse pas. Pourquoi ? Parce ils lui ont proposé à l'époque $1 million. Ce qui est quand même énorme. Et encore plus à l'époque. Parce que maintenant, on a l'impression que c'est monnaie courante avec le PFL, avec Conor et Khabib qui font des sommes, et même Cormier et tout ça, des sommes de ouf. À l'époque, et surtout pour du MMF féminin, qui n'était pas aussi médiatisé, c'était colossal, $1 million. Colossal. Mais aussi parce que Ronda Rousey faisait beaucoup de chiffres en pay-per-view. Donc, il y avait, voilà, c'était échelonné. Ouais. Et en gros, le problème, alors on l'avait évoqué dans le podcast précédent. Selon Gina Carano, bien entendu. C'est la version de Gina Carano, et qui n'a pas été, je crois, ni contredite, ni quoi que ce soit officiellement par Dana White. On avait évoqué le fait qu'il y a parfois peut-être un petit peu aussi Dana White, la personnalité de Dana White qui entre dans les négociations en ligne de compte, et un peu ce côté hitman, ce côté nettoyeur, tu fais ce que je dis et puis c'est tout. Et puis quelque part, comme on le disait, oui, l'UFC n'a pas besoin finalement de sa tête, donc il arrive, voilà ce que en je te patron, propose, exactement. Tu vois ce que je te prépare. C'est ça. Et en gros, le truc, c'est que Gina leur a dit à Lorenzo et Dana, le problème, c'est que je suis évidemment super intéressé. Elle dit même, putain, pourquoi vous avez mis autant de temps et tout ça. Et elle dit, en revanche, comme ça fait longtemps et que j'ai plus maintenant de camp d'entraînement spécifique pour mes combats, il faut que j'en recrée un. C'est pas évident. Il faut que je trouve les bonnes personnes, tout ça. J'ai besoin d'au moins 6 mois. Et ils font ok, pas de souci. Et en fait, les jours qui ont suivi, Dana White, alors que rien n'était encore fait, a commencé à tweeter un peu partout et à dire un peu partout que le combat, ça y est, allait se faire, Gina Carano, Ronda Rousey, etc. Et là, Gina a fait, elle lui a envoyé des textes en lui disant, mais attendez, j'ai pas dit que c'était oui, j'ai dit, il faut que ça se fasse, j'ai du temps encore, machin. Et Dana White a continué à en faire des tonnes sur les réseaux, etc. Et là, du coup, Gina a commencé à dire, non, c'est pas comme ça se passe, machin. Et là, apparemment, il y aurait eu un texte de Dana White à Gina Carano. L'histoire voudrait que ce soit un texte qu'il ait envoyé par erreur à Gina Carano en disant, grosso modo, putain, elle nous fait chier à ralentir toutes les négociations. Je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais voilà, en mode, elle nous fait chier. Et donc elle l'a pris normal à l'orgueil, elle a dit, mais attendez, c'est pas comme ça qu'on se traite, machin. Elle l'a pas dit publiquement, mais du coup, parce que tout ça, c'est en soum-soum, ça a été révélé qu'il y a quelques semaines, et du coup, ça a capoté. Et c'est pour ça que Gina Carano n'est jamais allée à l'UFC. C'est parce que les négociations ont été trop prise à bras le corps et que Dana White a fait ce qu'il fait de temps en temps, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis sa personnalité et son caractère dans le jeu des négociations, quoi. Et aussi, et c'est là que ça rejoint le titre de notre podcast, c'est que elle avait déjà cette image de marque avant l'UFC, qu'elle avait gagné beaucoup d'argent, qu'elle avait sa carrière d'actrice, et aussi donc de par tous ces accomplissements, elle avait pas besoin de combattre à l'UFC, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de combattants qui s'en plaignent ensuite, qui disent l'UFC m'a obligé à faire ça, à prendre ce combat en short notice. Elle était dans une situation, elle pouvait, et c'est ce qu'elle a fait, dire non. Donc elle a dit non, elle a plus jamais combattu. Ouais. Voilà, donc c'était le premier cas, le cas Carano, mais aussi là on va passer le cas Carano. Non mais ouais, c'est rigolo à dire. Il y a le cas Fedor Emelianenko, qui lui est peut-être le plus représentatif, et d'ailleurs c'est la fameuse miniature de ce podcast-là, c'est le combat qui n'a jamais eu lieu, qui aurait pu avoir lieu en 2009 entre Fedor Emelianenko et Brock Lesnar, parce que l'UFC voulait faire ce combat-là. D'ailleurs, Dana White l'avait révélé assez récemment dans une interview accordée à MMA Junkie, si je ne m'abuse. Il avait dit que c'était le plus gros regret de sa carrière, c'est de ne jamais avoir réussi à faire ce combat-là. Et pourtant, là encore, c'est pas bien évidemment de la faute de l'UFC, mais on va dire si l'UFC avait fait quelques efforts supplémentaires pour séduire Fedor, puisqu'ils avaient Brock Lesnar à l'époque, qui était même champion de l'UFC, on aurait pu avoir ce choc de titan, mais non. Fedor, donc superstar bien évidemment du Pride, plus grand heavyweight de l'histoire. À l'époque, donc qui venait de sortir du Dream, il y avait le Strike Force bien évidemment. Du Dream non, Fedor, c'est il a fait Rings, Pride, Strike Force et Affliction, voilà, pardon. Affliction et donc Strike Force, voilà. Et il aurait pu signer à l'UFC, mais oui, parce que là aussi il y a là, c'est que des légendes. À la décharge aussi de Dana White, il y a aussi toute cette histoire personnelle avec son père, évidemment, qui a quand même pas mal joué. De Fedor. Putain, mec, j'ai complètement oublié ça. Ah, le père de Fedor ? Oui, exactement. Parce qu'en fait, il y avait aussi cette affaire personnelle où, en gros, il avait pris une
pseudo-retraite après justement la mort de son père. J'avais complètement oublié, t'as raison. Et donc il a vu la mort de son père et Dana White l'avait contacté à ce moment-là et Fedor a dit c'est peut-être pas le bon moment effectivement de me dire va combattre alors que là je suis en deuil. Et donc il y a ça aussi qui a joué mais aussi une négociation financière. Donc nous avons écarté tout le côté personnel qui est certes évidemment complètement recevable bien entendu pour la partie financière. Ouais, parce qu'en fait, alors il y a la partie financière et la partie contractuelle, donc l'un va avec l'autre évidemment. Et c'est en fait à ces moments-là, c'est en parlant de ce moment-là et de cette négociation-là qui a traîné, elle a duré vraiment longtemps, que Fedor avait dit si j'accepte ces conditions-là, j'accepte d'être un esclave. C'est ce qu'il avait dit en fait, vraiment mot à mot. Et on sait pas quels sont les tenants et aboutissants de la négociation, ce que proposait l'UFC. On imagine que c'est des grosses sommes, on imagine que c'est vraiment un gros contrat, mais Fedor, faut savoir que à l'époque même donc du Pride, à l'époque du Strikeforce, c'était tellement et c'est toujours une énorme légende et en plus il était invaincu à l'époque qu'il était rincé de tous les côtés en Russie, il était rincé par toutes les organisations, il avait un vrai statut et il avait c'était la plus grosse légende de tous les temps en MMA et en plus sportivement compétitive. Le meilleur. Et le truc, c'est qu'il savait, c'est vraiment... Alors, il faut toute proportion garder, mais lui aussi, un peu à la manière d'un McGregor, il refusait de ne pas être monétisé. Enfin, ça fait vulgaire de dire ça à propos de Fedor, parce que, un peu comme Khabib, Fedor, il est pas là pour l'argent, il est vraiment là parce qu'il aime ça, pour le mais combat, il a etc. aussi conscience de ce qu'il vaut. Exactement. Et sauf qu'il a conscience de ce qu'il vaut. Et le truc, c'est que accepter des conditions qui, en gros, te font régresser ou alors en tout cas te mettre des entraves contractuelles, tu te dis non, je peux pas accepter ça, je vaux mieux ou plus que ça. Et déjà à l'époque, du coup, Fedor avait eu ce raisonnement-là, et pareil, on sait pas ce qu'était le contrat, mais qui est, dans la théorie, parfaitement recevable. Et du coup, c'est pour ça que ça n'avait jamais marché. Il y a même des légendes, mais vraiment, ça, c'est Dana White qui avait dit ça, je crois. Comme quoi, il y avait eu à un moment donné des négociations, seul à seul, avec, je sais plus trop combien de personnes. Du coup, pas seul à seul, mais pas beaucoup de personnes, sur une île déserte, on sait pas où. Enfin, vraiment. C'est la négociation de Fedor et l'UFC, c'est devenu des légendes, enfin vraiment des... Oui, parce qu'il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu aussi 2013, je crois, lors du rachat, je crois, du Strikeforce par l'UFC. Ouais, il y a eu plusieurs. Aussi, mais sauf que jamais. Il y a eu plusieurs chauds froids en fait, mais c'est vrai que ça ne s'est jamais fait, et toujours parce que Fedor estimait que les conditions dans lesquelles l'UFC voulait recevoir Fedor et les contrats proposés n'était pas recevable pour quelqu'un comme Fedor qui connaissait sa valeur. Parce qu'aujourd'hui encore, si vous regardez les salaires officiels publiés par le Bellator, à chaque fois Fedor il est entre 200 000 et 500 000, mais de ce qui se dit, il est plutôt à chaque fois, on va dire quand on compte tout ce qui touche, donc on va dire les bonus, etc., il est à 2 millions de dollars. C'est ce qui se dit. On est d'accord, mon cher Rust? Ah bah oui, et puis en plus de ça, enfin... Non mais aujourd'hui encore, pour dire mine de rien, alors qu'il est plus, on va dire sportivement, chaque fois on en parle, on est assez triste, mais pour vous dire que ça reste quand même une image de marque monstrueuse, que ça reste une véritable légende, et puis que Fedor, quand il combat, vous savez qu'il y a le Japon, il y a aussi la Russie, et puis mine de rien, une partie du public américain qui va forcément suivre ses combats. Ouais, oui, parce qu'en plus de ça, c'est une légende, et en plus c'est une légende parce qu'il est ultra spectaculaire, en plus d'être un des meilleurs, si ce n'est le de tous les temps. Et du coup, et du coup, ça ne s'est jamais fait, et c'est peut-être le plus gros regret. Il y en a quelques-uns des regrets, tu sais, qui resteront à jamais, marqués au fer rouge dans la psyché des fans. Il y a Anderson Silva GSP, il y a Fedor à l'UFC. Il y en a pas beaucoup, mais il y a ça. Mais ouais, voilà, enfin vraiment. Voilà, encore une fois, des histoires de négociations et des histoires. Et parce que voilà, c'est pas Fedor voulait venir à l'UFC. Et pour aller un peu dans notre podcast, dans le sens de notre podcast. Lui, il avait aucun problème à être avec l'UFC, à combattre les meilleurs, à être dans l'organisation, et que ce soit un contrat d'exclusivité, ça le dérangeait pas. C'est toujours et à chaque fois dans les négociations et la manière dont elles sont gérées, visiblement, que ça a capoté, quoi. Ouais. Et un cas finalement l'anti-Fedor, c'est Ben Askren. Ouais. Où là, lui, la relation a évolué parce qu'on sait que Dana White, justement, il a eu énormément de succès. Beaucoup le voient comme même le meilleur promoteur, tout sport confondu, de tous les temps. Mais Ben Askren, il y a quelques années de ça, Dana White le détestait, et pourtant, il a réussi à aller à l'UFC, et quand il arrivait à l'UFC, Dana White l'adorait, parce que c'est vrai que, mine de rien, il faisait le show. Ben Askren, il faisait le show, alors pourtant,
on va dire, dans la cage, il a pas changé son style, il a rien changé. Mais Ben Askren, pourtant, a réussi à inverser la machine. On parle quand même d'un gars qui s'est fait virer, qui n'a pas été prolongé au Bellator alors qu'il était champion. Ouais, ce qui est quand même incroyable quand il pense. Et invaincu, en fait. Oh la vache, invaincu, t'es le champion, ouais, mais enfin, va jouer tes crottes de nez ailleurs. C'est quand même incroyable. Mais il y a quand même un truc qui est marrant, et là, bah, je m'en rends compte maintenant que tu le dis et que je t'entends le dire. C'est hallucinant quand même. Là, donc, on vient de parler de Gina Carano, de Fedor, de Ben Askren. À chaque fois, le point commun, c'est le promoteur et sa personnalité qui viennent être le grain de sable dans le rouage. Après, on sait, pour Fedor, c'est peut-être surtout financier, je pense. Contractuel, ouais, financier, contractuel. Parce qu'il n'y a jamais eu d'histoire en mode d'animosité ou, tu vois. Alors bah je sais que il y a cette fameuse vidéo où en gros Ariel Helwani discute avec Dana White et que Dana White en gros essaie de faire descendre un petit peu les accomplissements de Fedor, etc. Mais voilà, je pense que c'était juste parce c'était business, quoi. Enfin, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, pour Ben Askren. Donc c'est un peu, ils avaient un peu la même relation. Donc il y a des gars que Dana White déteste. Il y a Tito Ortiz. Donc lui c'est à jamais et c'est vraiment, mais il y a aucun problème. C'est des aimants opposés dans le même polarité. Voilà. En tout cas, ils peuvent pas se rapprocher. Voilà. Et donc il y a Josh Barnett avec la fameuse Josh Barnett qui avait même dit je peux venir parce que il s'était dopé, Josh Barnett, il était tombé il avait fait capoter des combats avec Fedor, et puis il avait été aussi à l'UFC, et en gros, bah, Dana White avait saisi l'opportunité pour le tacler les deux pieds décollés du sol sur le fait que c'était un dopé, etc. Et Josh Barnett avait répondu, donc c'était quand il était à l'UFC, ou un peu avant, bah, y a pas de souci, je peux venir te pisser dans la bouche si tu veux pour te montrer. Donc ce genre de bail. Et il y a du coup Ben Askren. Et puis Chris Cyborg, où ça a jamais été. Ouais, ça a jamais été l'amour fou. Non, c'est clair. Mais voilà, Ben Askren, il y avait aussi ce côté. Parce que Ben Askren, Brendan Schaub était très bruyant en dehors de l'UFC et qui disait qu'il avait ce qu'il fallait pour combattre et battre les meilleurs, GSP, etc. Et on pouvait que se demander, c'était pas délirant, sachant qu'il était, on le répète, invaincu, champion du Bellator et qu'il avait combattu qu'un des très bons. Et donc, vous voyez, il y avait cette espèce de combat par presse interposée entre Dana White et Ben Askren, qui a toujours été vraiment un peu venimeux jusqu'à même quand du coup Ben Askren a signé à l'UFC, bah c'était pas encore réglé. Ouais, c'est simplement une fois que Ben Askren a commencé à donner de la vie tout simplement dans les cartes dans lesquelles il était injecté, que bah voilà, Dana White a commencé à se dire, parce que Dana White est dans un businessman, ce qu'on comprend tout à fait, bah ok, il amène quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est vrai que la traction médiatique qu'amenait Ben Askren, c'était vraiment impressionnant dans les events. Surtout au sein d'une catégorie welterweight, mine de rien, là, jusqu'au renouveau assez récent, avec justement Masvidal et Kamaru Usman, on va dire surtout sportivement. La catégorie, elle manquait cruellement, mine de rien, de personnalité. Ouais, c'est clair. Et c'était vrai. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y avait des légendes de dingue. Il y avait des Robbie Lawler, des Roy McDonald. Mais disons, quelqu'un qui amène ce feu dans la personnalité, le fait que t'aies envie de regarder juste une conférence de presse parce que tu sais que ça va être fun, qu'il va y avoir des punchlines, des trucs marrants, parce que il a une répartie de dingue, il a de l'esprit, etc. Et c'est vrai que ça manquait, qu'il a amené ça et qu'il a fait vraiment, il a fait vivre l'UFC dans ces périodes-là, quoi. Donc respect, et même si les performances sportives, bah, elles ont pas été ce qu'il pensait qu'elles allaient être, il a quand même dynamité, quoi. Et là, pour poursuivre avec les combattants comme ça, qui sont arrivés à l'UFC, mais qui n'en avaient pas spécialement besoin, il y a toutes ces légendes, justement, comme Alistair Overeem, qui arrivait avec un énorme palmarès. Ouais. Et on pensait aussi à... il y avait Overeem, Kharitonov. Complètement. Kharitonov, il n'a pas été à l'UFC. Oui, justement, il n'a pas été à l'UFC. Oui, qui était... on avait préparé le podcast. Ouais, on avait Chris Cyborg, mais du coup, on en a parlé. Oui, voilà, Chris Cyborg, on avait parlé précédemment. Ouais, Chris Cyborg... on parlait en fait des gens qui ont été... Mais bref, tout ça pour dire que pour ceux qui arrivent à l'UFC en ayant déjà ce statut de superstar, ou comme Ben Askren justement, l'avantage, et c'est là un peu que le rapport de force s'inverse, et où ils peuvent justement avoir des superbes contrats, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Alistair Overeem, c'est 800 000 $ par combat. Mark Hunt, c'est celui Mark Hunt également. Oui, parfait. Ah voilà, parfait. Mark Hunt qui était déjà arrivé, avec un énorme statut, et lui aussi qui était à 800 000 minimum par combat. Et c'est les mecs, vous regardez les cartes. Certes, aujourd'hui, ils sont sur la main card ou sur les prélims, ils sont plus dans leur prime, mais c'est les mecs les mieux payés, quasiment grosso modo de chaque carte où ils sont. Et ou même les Ben Askren qui touchaient 350 000 $ par combat, et où justement, quand vous avez cette image de
champion de multiples organisations, légende et ou catégorie reine pour Mark Hunt et Alistair Overeem. Quand l'UFC arrive, vous pouvez quasiment dire bon bah moi ça c'est mon prix. Et soit l'UFC s'aligne dessus, soit vous allez avoir le Rising, enfin quasiment toutes les organisations au monde qui vont vous proposer la même chose, sinon plus. Ouais, bah oui, parce qu'après, t'es obligé, quoi. Et c'est vrai que, après, il y a aussi le côté, c'est vrai, poids lourd, et l'UFC est tellement en manque de poids lourds, et disons, ils sont en manque de poids lourds, oui, et il y a aussi le fait qu'ils savent que ce sont les poids lourds qui font vendre le plus. Ouais. Et du coup, oui, c'est rentable de dingue d'avoir un Alistair Overeem ou un Mark Hunt sur une carte, parce que tu sais que tu vas te retrouver avec des KO de l'espace, ou en tout cas du spectacle. Et surtout, pour Mark Hunt et Overeem, l'avantage qu'ils ont, et même et Ben Askren, c'est pour ça que c'était un peu moindre, c'est que Chris Cyborg aussi avec son super contrat, c'est que ce sont des personnalités où en fait vous pouvez mettre une carte un peu en carton, mais quand vous allez dans leur pays, ils vont sold out, ils vont vendre, la salle va afficher complet rien qu'avec leur nom. Donc pour l'UFC qui va faire là, ils font UFC Auckland, c'est là d'ailleurs qu'il y a la soirée La Sueur, le 22 février prochain. Il y a de ça 2 ans, ils auraient fait UFC Auckland avec Mark Hunt en main event. La carte aurait été pas folle, mais ça serait vendu en une journée. Ouais, non, complètement. Donc, ils savent qu'ils bankent à fond là-dessus. Et, mais c'est vrai que c'est intéressant. Après, pour Ben Askren aussi, mais voilà, il faut vraiment apporter une plus-value à l'UFC pour qu'il décide de te traiter financièrement en conséquence. Il y avait qui? Il y avait, du coup, on parlait, donc, qui ont été à l'UFC. Après, on peut parler, du coup, de ceux qui n'y ont jamais complètement. Et là, Rust avait un exemple qui est, là encore, assez éloquent de la différence des marchés, on va dire, au niveau géographique. Grave. Parce que, du coup, on parlait de Shinya Aoki. Et en fait, pour ceux qui sont pas familiers de Shinya Aoki, vous savez qui c'est Shinya Aoki? Vous savez qui c'est? Vous savez c'est qui? Et en gros, c'est un combattant japonais qui combat dans des petites catégories, donc featherweight, lightweight, etc. Et c'est une légende vivante du MMA, vraiment du MMA. Et les mots ne sont pas trop durs, c'est simplement qu'il n'a jamais été à l'UFC. Et c'est lui qui a fait le choix de refuser les contrats de l'UFC. Et pour plusieurs raisons. Et alors donc déjà, on vous situe, il est champion du ONE FC, il a été champion du Dream, du Deep, du Shooto, et d'une autre, je sais plus laquelle, mais en tout cas, il a combattu au Bellator, au Strikeforce. Ouais. Enfin vraiment, il a fait toutes les organisations et il a eu du succès dans toutes les organisations, sauf l'UFC. Et c'est un choix conscient qu'il a fait. Et la raison pour laquelle il n'a pas été à l'UFC, en gros, il a dit 2 choses. La première, c'est que est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller aux States, sachant que toute ma fanbase est en Asie, que c'est auprès des Asiatiques, en plus il parle pas anglais, c'est auprès des Asiatiques, je crois pas, qu'il a le plus de succès, qu'il est connu, qu'il a tout son marché, mais qu'il a intérêt de pousser aussi, parce que ça reste un business. Et exactement. Et donc, en fait, il a lui-même pesé le pour et le contre en se disant, est-ce que j'ai vraiment intérêt à aller me mettre dans des marchés américains en pay-per-view pour l'Amérique du Nord, sachant que je suis un japonais, je suis un petit poids, je parle pas forcément anglais, et je suis en plus, je suis artiste des soumissions, et je fais pas forcément de chaos spectaculaire, je suis pas surpuissant, je suis pas Brock Lesnar. Et du coup, il a dit, j'ai pas forcément d'intérêt, donc je vais rester plutôt dans les marchés asiatiques. Et ça lui a réussi de dingue. Et d'ailleurs, le contrat qu'il a avec le ONE, apparemment, il est particulièrement juteux. Et il est très bien là où il est, et il le dit lui-même. Et il y avait une deuxième raison aussi, et ça c'est intéressant, pour laquelle il a décidé de ne pas aller à l'UFC. Et ça c'est vraiment intéressant du point de vue technique et sportif. C'est à cause de la cage. Parce que du coup, on le répète, Shinya Aoki, c'est un gars, mais il s'entraînait avec Eddie Bravo, il s'entraîne avec les plus grands, il s'entraîne à Evolve, je crois, maintenant MMA, et il sait tout faire. Il y a Dimitrius. Absolument. Non, il n'est pas Evolve, Dimitrius. Si? Yes. Parce que Evolve, ça dépend de Matt Humes, il me semble, mais je pensais qu'il s'entraînait toujours au AMC Pancration. Ils sont partout maintenant. Non, parce qu'en fait, Evolve, ils sont dans une très grosse stratégie, mon cher Rust. Et là, ils développent des petits... on fait du sale, mon cher. Non, mais vraiment, par contre, ils sont vraiment en train de créer un empire. Evolve, c'est assez impressionnant. Parce que justement, ils bénéficient de tout ce qu'il y a au ONE FC pour, faire des limites petits UFC gym un peu partout. Ah ouais! Putain, le ONE FC, mine de rien. Ouais, ils ont. Ils font quoi, 50 événements, je crois, cette année? Et oui. Et justement, il y a quelqu'un qui nous avait dit, lors de notre podcast où on avait fait, petite parenthèse, le podcast qu'on avait fait sur le MMA, où il parlait justement d'un ONE FC sur les MMA en France. Sur les MMA en France, où justement, il y avait un ONE FC qui avait eu à Bangkok. Mais justement, le ONE FC, c'est du kickboxing aussi. Ouais. Donc, en fonction des pays ou même des soirées, vous allez voir par exemple des combats de kickboxing qui vont se faire dans la cage ou alors des événements qui sont full kickboxing. Et c'est pour ça que quand vous regardez leur planning qui est de 49 événements, honnêtement, il y en a peut-être
seulement 10 qui traversent les frontières asiatiques, parce que le reste, c'est vraiment marché très spécifique, et puis par discipline. Ouais, c'est ça. Enfin, ils vont en Birmanie ou trucs comme ça. Ils font du Lethway, ils font. Ils s'adaptent vraiment. Et c'est ça c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils peuvent s'adapter parce qu'ils proposent sur des mêmes cartes du Muay Thai, du kickboxing, du Lethway, du MMA, etc. Ils font pas d'anglaise, je crois, par contre. Non, non, complètement. Et ils font en plus du Muay Thai et tout ça avec des gants de 4 onces, des mitaines, etc. Vraiment intéressant. Et donc, pour revenir aux règles, mais pas trop en détail, mon cher, parce qu'on va faire un podcast spécial là-dessus. Ouh. Donc, oui, alors en fait, pour être très très simple dans la description, en gros, il est donc spécialiste des soumissions, c'est un grappleur et un grappleur de légende. Et le truc, c'est que la cage avantage les lutteurs, et un lutteur de métier, il peut te coincer contre la cage, limiter ton amplitude de mouvement si toi t'es un spécialiste des soumissions, en particulier sur ton dos, ce qui est le cas de Shinya Aoki et comme d'autres, Carlos Condit, etc. Et ce qui fait qu'en fait, tu peux facilement nullifier un gars comme Shinya Aoki quand tu as la cage. Tu le cadres et tu le pousses contre la cage, tu le mets sur son dos, tu pousses. Mon cher succinct, parce que là nous sommes en train de faire notre podcast finalement. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et au contraire, et tout simplement, voilà, la cage le désavantageait, et il s'est dit, non seulement je serais sur le marché américain, en plus je serais avec une cage à 100% du temps. On se souvient qu'il avait eu déjà beaucoup de mal contre Gilbert Melendez, Gilbert. Bon, je sais pas comment on doit le dire en français, Gilbert. Ce bon vieux Gilbert. Gilbert, si on en croit Reebok. Gilbert, du coup, Melendez avait fait ça, en fait, l'avait coincé contre la cage au Strike Force, et c'est là où probablement il s'était dit, ok, plus jamais ça, quoi. Et du coup, depuis, voilà, il est au One FC, il est au Dream, il fait que des trucs généralement dans des rings, et parce qu'il dit que c'est l'avantage. Donc ça peut aussi être une des raisons pour laquelle ils ne vont pas à l'UFC, certains ne vont pas à l'UFC. Complètement. Donc, et puis là, ça va être à suivre un petit peu pour le futur du MMA, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'organisations qui arrivent à pop comme ça, et et lors du dernier podcast aussi, nous avions oublié quelque chose qui était quand même un point très important. C'est aussi qu'on voyait la différence entre ces combattants-là. Par exemple, Demetrius Johnson, qui aujourd'hui au NFC, il passe de cartes un peu flinguées à l'UFC du type Fight Night Kansas City à les 2 plus gros événements de l'année dernière pour le One FC. C'est lui qui est sur le poster. Tout le monde en parle pour lui. Il est pas main event, bien évidemment, parce qu'ils mettent en avant des combattants qui viennent des pays où ils organisent les événements. Mais par contre, c'est lui le main event officieux. Donc ils sont beaucoup mieux traités. Ouais. Et ça, mine de rien, ça change tout, parce que c'est pareil. Enfin, aujourd'hui, à l'History, il est plus ou moins main ou co-main à chaque fois. Mais vous garantissez, où ces mecs-là sont quasiment assurés à chaque fois d'être main event et de faire grandir leur marque. Ouais, complètement. Donc c'est tout bénef. T'as une exposition de dingue, d'autant plus si du coup tu viens d'un pays d'Asie. Ouais. Là, en vérité, c'est le jackpot, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que pour les combattants asiatiques, il y a vraiment un pour et un contre à faire avant de signer à l'UFC, parce que oui, ça t'apporte. Faudra juste voir comment évolue le One FC et à voir dans quelques années si t'as même intérêt sportivement. On verra comment ça évolue, parce que pour l'instant, il n'y a pas photo sportivement. Mais pourquoi pas à un moment donné se dire, j'ai le choix entre 2 marchés qui seraient équivalents au niveau de ce que je peux en retirer sportivement, etc. C'est pas si évident qu'ils choisissent l'UFC, quoi. Asiatique ou autre, parce que par exemple, notre cher Morgan Charrière, que nous apprécions particulièrement, par exemple, Morgan, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, il pourrait très bien faire un Flex FC et organiser l'événement à Paris. Ouais. Il fait sa propre organisation, il organise un événement à Paris, il fait Morgan Charrière contre qui vous voulez. Je pense qu'il arrive à remplir. Ouais, il y a moyen. Et il fait tous ces événements Marseille, en France à chaque fois. Ouais. Et je pense qu'un combattant comme Morgan, s'il discute avec l'UFC ou même ça, ou il reste avec le Cage Warrior, il dit écoutez, aujourd'hui on fait ça en France. À chaque fois, il peut sold out rien qu'avec son nom. Mec, le Flex FC, c'est vraiment un putain de nom. Mais en vrai. Ça existe déjà. Ah merde, c'est pour ça. Okay. Mais oui. mais ouais, non, carrément. Tu vois, il fait son truc. Ouais. Et en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des combattants comme ça. Localement, on parle de la France, c'est 60 millions d'habitants, mais où le mec qui est la superstar en Allemagne, dans tel ou tel pays. D'ailleurs, alors ça reste local, mais comme ce sont des États et c'est aux États-Unis, mais Nick Diaz avait même fait son propre show. Complètement. Je sais plus, War quelque chose. Oui, c'était. Oui. Mais voilà, et pareil, parce que c'est Californie, parce qu'il est très très connu là-bas. Et voilà, encore une fois, les États-Unis, ça peut être l'équivalent un peu de la moitié de la France. Mais il ne combattait pas. En fait, c'est ça qui est compliqué pour faire. Il a mis son nom dessus, c'est vrai. Complètement. Mais d'ailleurs, ça peut faire une super transition avec le fait que il combat dedans, c'est Mamed Khalidov. Complètement. Qui au KSW, l'organisation polonaise.
Mamed Khalidov n'est jamais sorti de cette organisation. Enfin, disons que voilà, il y a fini sa carrière. Et il y a eu des discussions avec justement pour les contrats avec l'UFC. Il y a eu des discussions et c'est vrai que ce qui a été compliqué pour Mamed, c'est que il avait tout intérêt, financièrement en tout cas, à rester au KSW parce que c'était la star du KSW. On lui mettait des vétérans de l'UFC, on lui envoyait des combattants de gros calibre chez lui dans l'organisation du KSW où il faisait vraiment, il pouvait faire des stades. Le KSW il combat toujours d'ailleurs parce que c'était lui qui était main event. Ouais, mais je crois que maintenant du coup contre Scott Askam, parce que je crois que c'était son dernier, parce que là il est sur 3 défaites d'affilée. À chaque fois c'est son dernier, mais il revient quand même. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est comme le dit Rust, c'est que il a pour son contrat, ensuite Rust va bien évidemment rentrer dans le détail, il a les bonus sur la billetterie et les bonus en pay-per-view parce que le KSW est en pay-per-view, ce qui fait qu'à chaque combat, il se fait entre 250 000 et 300 000 euros. À l'UFC, en étant complètement honnête et transparent, je pense qu'il serait à 50 000. Ouais. Faudrait voir comment est-ce qu'il négocie son contrat, parce que quand même j'allais dire il est très connu, oui, mais des Nord-Américains, voilà, tu vois, l'UFC ils le mettent à Kansas City, ils vont pas lui fier 300 000. Ouais, parce qu'en plus, Ben Askren, la raison pour laquelle il a enquillé direct, c'est aussi parce qu'il parle anglais, parce que ça fait longtemps qu'il était. Il est américain. Il est américain, mais évidemment, il était lutteur de légende aux États-Unis, donc c'est vrai, c'est beaucoup plus facile à vendre. Et direct top 5, enfin level top 5 parce qu'il a affronté Robbie Lawler dans son premier combat. C'est vrai. Tandis que Mamed Khalidov, on sait que c'est du très gros niveau parce qu'il a affronté des vétérans de l'UFC, etc. Mais on savait pas, Même top 10, honnêtement. C'est vrai. Après, je me dis dans les négociations, à mon avis, je serais très étonné, tu vois, que Mamed Khalidov et son agent n'arrivent pas à l'UFC en disant voilà, donc avec les chiffres, voilà ce qu'il fait au KSW, voilà combien il gagne. Matcher au moins si vous espérez avoir Mamed, tu vois. Mais justement. Et c'est pour ça qu'il l'est pas allé d'ailleurs. J'imagine matcher au moins. On n'a pas eu de réponse. Au revoir. Ouais, donc voilà. Et c'est donc cet exemple parfait, Mamed Khalidov, d'un mec qui a décidé de ne pas aller à l'UFC parce que il était traité comme un roi au KSW. C'était lui la star et le porte-étendard de l'organisation. Et il finit sa carrière et il y est très bien, quoi. Donc vraiment intéressant, des parcours intéressants. Tout comme notre podcast Mon Cher Host, que j'ai infiniment apprécié. Moi aussi. Bien, petit mot sur MyProtein, donc moins 47%, toujours bim bam boum. Et oui, c'est moins 47%, certes sur les visuels c'est écrit moins 38, mais c'est parce qu'on a fait un seul visuel, parce que les promos changent tout le temps. Donc c'est moins 38% minimum, peu importe quand est-ce que vous utilisez le code la sueur, mais en ce moment c'est moins 47%, et c'est surtout, et c'est, c'est la sueur qui régale, exactement. Il y a aussi, bien évidemment, notre sponsor historique, Jetronomy. Là, nous avons reçu les soins. Rose va bientôt tester un nouveau savon révolutionnaire. Alors pour les soins, j'ai utilisé le soin pour donner un petit peu de peps le matin. Attention, honnêtement ça marche. Si vous vous levez tôt comme nous, vous verrez la différence. Et donc c'est sur le shop de Jetronomy. Vous risquez d'apprécier bien évidemment naturel et made in Marseille. Made in Marseille. Et puis pour la soirée et la sueur, lien dans la description. Fury Wilder number 2. Polydomso peut-être sera là, on ne sait pas trop. Inch'Allah. Et puis UFC Auckland également, c'est toute la nuit, buffet américain limité. Voilà, à la prochaine. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous voir et on va faire ce qu'il faut pour être à la hauteur. On va essayer. À la prochaine, mon cher Rust. C'est bizarre celle-là.